Zoom. On est bon. Zo. Bonjour tout le monde. Bonjour à mon nouvel invité et qui est un invité spécial. Il s'agit de Patrick. Patrick Keugné, c'est ça? J'ai bien prononcé? Bien ça. Patrick Keugné qui est plus connu par sa plateforme Vouri TV qui est, je ne vais pas prononcer le nom du concurrent, le Tsit africain. Je te laisse te présenter. Bon, tu peux prononcer, hein, parce que ça ne me dérange absolument pas. Je ne peux même pas dire que je sois le concurrent de Non, pas Netflix. concurrent, c'est pour expliquer un petit peu ce que tu fais, à quoi Voilà, le on va dire concept en qu'on fait. fait un peu le concept, mais à la sauce africaine, c'est-à-dire voilà, fait avec des contenus africains. Effectivement, oui, ta question c'était, je t'ai La coupé, je question n'ai pas c'était dit. est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas jusqu'ici entendu parler de Vouri TV? Oui, oui, effectivement. Donc, je suis Patrick Kenyi Kamga, donc pour donner mon nom complet. J'ai 35 ans aujourd'hui et donc je suis l'un des fondateurs de la plateforme Vouri TV. Donc, je suis l'un des fondateurs parce qu'on est deux. Donc, la cofondatrice, Paulette Footsing, qui vit en France comme moi et avec qui on se connaît déjà depuis l'époque de l'université, hein. On est des amis de très, très longue date. Donc, ça fait déjà aujourd'hui 3 ans qu'on a créé le concept. On le connaît beaucoup plus comme une plateforme de vidéo à la demande, donc une plateforme sur laquelle on diffuse des films et des séries, mais le concept va au-delà de ça. Il faut savoir que Vouri TV, on va dire, c'est une entreprise qui fait de la production cinéma, donc on produit des films et des séries. Autrement dit, les films que les gens regardent aujourd'hui ou les séries sur notre plateforme, pour certains d'entre eux, c'est nous-mêmes qui les avons produits. Ça, les gens J'imagine le que savent. ça doit être une entreprise satellitaire à Vouri TV qui produit ces films. C'est pas Vouri TV Alors, en lui-même. Je sais pas, effectivement, donc on va dire que tu fais bien de poser la question comme ça. En réalité, l'entreprise s'appelle Vouri Entertainment. Et donc, dans Vouri Entertainment, tu as plusieurs, on va dire, business units. Tu as Mhm. notamment une business unit qui s'appelle Vouri Production, qui Ouais. donc s'occupe des productions audiovisuelles. Donc, on Mhm. produit des films et des séries, etc. Tu as Vouri TV qui s'occupe de la diffusion web notamment. Tu as une autre entité qui s'occupe de tout ce qui est distribution cinéma. Ça veut dire qu'on va rencontrer des chaînes de télévision, on va rencontrer des réseaux câblés, des opérateurs télécoms pour proposer les contenus qu'on a produits parce qu'on ne peut pas forcément les diffuser uniquement sur notre plateforme. Par exemple, ça nous est arrivé aujourd'hui de vendre nos contenus à des chaînes comme TV5, comme Canal+, etc. Donc, ce Mhm. sont des produits justement qu'on propose dans le cadre de cette distribution. Et enfin, le quatrième volet de ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a juste quelques temps, mais qu'on avait déjà pensé dès le lancement de la société. C'est une régie publicitaire. Régie On dit publicitaire sur la plateforme qui diffuse ou... effectivement, effectivement. Alors, je m'explique. Vas-y. Aujourd'hui, on a un modèle, contrairement à du Netflix, qui fait uniquement du 100% payant. C'est-à-dire que les gens s'abonnent Mhm. et ont accès au contenu que Netflix propose. Nous, on propose deux modèles de contenu. Il y a un modèle qui est gratuit. Donc, les gens y regardent. Voilà. Bon, on appelle souvent ça dans le jargon un peu africain le goûter. C'est-à-dire que les gens viennent, ils regardent, ça les plaît. Et c'est souvent à la base de ce gratuit-là qu'ils se décident à payer ensuite derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle couramment le modèle premium. Donc, le modèle freemium, autant pour Freemium, moi, freemium, ouais. une partie de free et une partie de payant. Et Mhm. justement, comme il y a une partie gratuite, ce qu'on fait, c'est qu'on la monétise avec justement notre régie publicitaire. Donc, c'est une partie de notre entreprise qui va aller. Mais j'imagine que c'est pas tout le contenu qui est diffusé comme ça de façon gratuite. C'est une Non, partie du non, une contenu partie, qui justement. est gratuit. Et On puis va, peut-être, on va, j'imagine, on s'il y va a des trucs en avant-première, on va pas diffuser, on va pas donner ça comme ça gratos, Tout quoi, à fait, je j'imagine. suis parfaitement d'accord. On va prendre par exemple l'exemple d'une série qu'on a diffusée il y a quelques semaines, qu'on a commencé à diffuser il y a quelques semaines, qui s'appelle Échec et mat du réalisateur Simon Koum, un Camerounais. Ouais. Euh, donc c'est une série de trois saisons, de Mhm. 62 épisodes au total. On a diffusé la première saison gratuitement et sur Mhm. notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Il faut savoir qu'on a aussi une chaîne YouTube qui nous accompagne
dans notre Ah, la entreprise. chaîne YouTube diffuse aussi les épisodes où ce sont des Exactement. extraits, genre pour un break, mais juste pour attirer les gens vers le truc. Ou Voilà. Ou alors, ça les peut extraits arriver, complets. ou alors, effectivement, ça peut arriver qu'on diffuse complètement une saison d'une série ou alors une partie d'un film. Typiquement, dans le cas d'Échecs et Maths, on a diffusé l'intégralité de la saison 1 de la série. Et donc, Mhm. ça a entraîné le fait que les gens ont aimé, etc. Et ils sont donc venus sur la plateforme pour pouvoir acheter le reste ou alors s'abonner. Euh, euh, Moi, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois, il y a cela 2 ans et demi de cette plateforme Vrai TV, moi, j'étais un tout petit peu dubitatif, tu vois, parce qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si tu as forcément entendu parler AfroStream, tu connais? Tout à fait. AfroStream, je le connais parfaitement. Et j'arrivais pas en fait à voir parce qu'il y a je pense pas c'est pas pareil, c'est pas le même business model si je m'abuse AfroStream et Vuri TV. C'est parce que là tu as dit Alors, il y a une partie régie publicitaire. Or ces autres plateformes Connect et sous AfroStream, c'est et tu payes un abonnement chaque mois pour chaque mois, mais à l'intérieur il y a pas, tu vas pas être spammé par des publicités. Et justement l'idée c'était pour donner une expérience utilisateur plutôt agréable, j'imagine. Et alors, non, non, je te comprends parfaitement. Je vais donc avoir l'occasion de m'expliquer dessus. mhm, Euh, oui, oui, nous aussi, on offre une expérience utilisateur agréable, c'est-à-dire sans publicité. C'est pour ça qu'on parle de modem freemium. C'est-à-dire qu'on a une quantité de vidéos qui sont gratuites. Ça, de toute façon, il faut bien rentabiliser cela, c'est pas la publicité, mais ce n'est pas tout. Et en plus, ce n'est qu'une toute petite partie. Maintenant, il y a une autre partie de notre contenu qui est payant, où là, en fait, tu n'as pas du tout de publicité. Donc, du moment où tu souscris un abonnement, de toutes les façons, tu n'as pas des publicités qui vont te déranger. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le modèle AfroStream, euh, contrairement à du Vuri TV où nous, on fait de la diffusion de contenu africain, AfroStream faisait de la diffusion de contenu afro, notamment tout ce qui est afro-américain. Donc, mhm. il acceptait des contenus parfois même. Je Ouais, au pense que State, tout ça, tu as dû sans doute voir la lettre qu'il a écrite pour expliquer un peu les raisons de la de l'échec fermeture du. Ouais. de son projet. Mhm, Oui, c'est que les coûts d'acquisition des contenus qu'il faisait, notamment aux États-Unis, etc., étaient absolument exorbitants. Et à l'époque, le marché en tout cas africain, puisque finalement, il s'adressait à une grande partie de la communauté africaine, le marché africain n'était pas encore prêt pour absorber les coûts justement de ces productions-là. C'est pour ça que justement, tu auras beau avoir 50 000, même 100 000 abonnés sur une plateforme comme AfroStream, avec les coûts d'acquisition de ces contenus, ça ne marchera pas. ouais, c'est Il te pas. faut, C'est voilà, compliqué de rentabiliser ça, vu que il te faut le des millions, différentiel est des millions négatif. d'abonnés, en fait, un peu comme Netflix, pour pouvoir rentabiliser ce modèle. Donc, nous, on a choisi de toutes les façons une autre manière de faire les choses. On promeut la production locale, on promeut la production africaine et Mhm, camerounaise en particulier aujourd'hui. On espère que dans quelques semaines ou quelques mois, on pourra faire au moins des coproductions avec d'autres pays africains. Donc, on mhm. promeut vraiment cette production-là. Et c'est notamment pour ça que ça nous permet aussi de tenir parce que ça coûte forcément moins cher que d'acheter un produit américain et ensuite de vendre ça à des petites bourses, on va dire comme ça. Ah, c'est intéressant tout ça. On va revenir en profondeur en fait sur l'objectif de Vuri TV et notamment cette partie régie publicitaire, histoire de voir un petit peu le type, le business model en fait, pour voir comment est-ce que ces publicités, si ça se rapproche à ce que YouTube il fait un petit peu, genre d'introduire comme ça en milieu d'épisode des publicités ou alors c'est sur la partie de description avec des mots-clés. Mais avant, Mhm. j'aimerais que tu nous dises un petit peu, parle-nous un petit peu de ton parcours pour qu'on comprenne un peu d'où tout ça vient. Déjà, tu viens du Cameroun, c'est ça, du Yaoundé, Douala? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Non, je viens de Douala. Moi, j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Bepanda. Bon, ceux Les qui pandas connaissent Douala. voilés. Donc, moi, je suis un gars on va dire, un gars d'une banlieue, on va dire comme ça, pour ne Ouais. pas trop caricaturer mon quartier d'origine. Donc, j'ai fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat au Cameroun. Mhm, Ensuite, je suis parti en France où j'ai fait une partie d'abord de mes études à l'université à Lille où j'ai obtenu ma licence en électronique. en Et électronique? en électronique, tout à fait.
Mais Et ça n'a donc, rien à voir avec ce que tu fais au Juju. ah C'est quoi, ben, écoute, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi cette orientation-là? la suite va encore plus te surprendre. Donc, une fois que j'ai eu ma licence en électronique, à l'époque, ça s'appelait électronique, électrotechnique automatique. Donc, c'était, bon, Ah, c'était l'électronique, globalisé. Aujourd'hui, c'est un voilà, petit peu scindé. Tu as les automatismes c'était à assez côté et la globalisé. partie. L'électronique, c'était un peu tout ce qui était les composants électroniques. L'électrotechnique, c'était beaucoup plus tout ce qui est les Hardware. lignes de Ah, tension, etc. Et l'automatique, bon, c'est l'automatique comme on le comprend. Donc, mhm. une fois que j'ai eu ma licence, je suis descendu à Paris pour intégrer une école d'ingénieur, donc qui s'appelle Télécom Paris. Pour ceux qui Télécom sont en Paris. France, c'est une école qui est quand même Je crois que assez. c'est l'ancienne appellation, si je ne m'abuse. Je sais pas. Oui, oui, bon, aujourd'hui, ça a changé de nom entre-temps. Ça s'appelait Télécom Paris Tech. À l'époque, ça s'appelait Subtélécom. Bon, ça a changé de nom par moment. Mais disons que le nom générique, c'est École nationale supérieure des télécommunications. C'est une école qui est quand même très, Ouais, très, c'est une très connue. référence. Ouais, ils sont plein Voilà, voilà. de pionniers, Donc, des gens, des grosses boîtes. Il y a notamment, comment il s'appelle? Ah, le mec de Octobre, là, j'ai oublié. En tout cas, il y a plein de personnes, des grosses boîtes là-dedans. Les CEO, ils viennent tous de ces écoles-là, en fait. tout à fait, oui. Bon, en France, il y a 4 5 6 écoles comme ça, Polytechnique, l'École des mines, Supélec, Télécom Paris, Centrale Paris, les ponts et chaussées. Voilà un peu les écoles. Quand on te dit que les gars sortent de là-bas, c'est souvent des écoles voilà, où. Et l'ENA, sans compter l'ENA, bien sûr, qui est l'école d'administration, c'est souvent des écoles c'est des écoles très, très cotées. Je parle uniquement Ouais, du côté. Je ne parle pas du côté école de commerce, HEC, etc. Je parle uniquement ouais. du côté. Voilà, bon, passons cette partie de mon parcours-là. Je termine donc mes études à Télécom Paris en 2008. Et là, du coup, j'intègre EDF. Pendant la Donc, crise, c'était pas un petit peu chaud? alors, justement, l'avantage d'avoir fait ce genre d'école, c'est qu'on n'est pas vraiment affecté par la crise en question. C'est vrai que c'était la grosse crise des subprimes à l'époque, etc. Donc, mais sortant de ce genre d'école-là, on n'est vraiment, vraiment pas affecté, puisque même avant de sortir de l'école, en général, ce sont les entreprises qui venaient vers nous pour nous intégrer dans leur Dans entreprise. la Donc, boîte, moi, ouais. je n'ai pas vraiment eu de mal à trouver un travail juste après mes études. Donc, j'intègre donc EDF. J'y reste jusqu'à l'année dernière, jusqu'en fin 2018. Et là, je pars d'EDF pour me concentrer à fond sur l'entreprise Vuri TV. Sachant donc que c'est une Euh, entreprise qui a été Attends, créée. EDF, ça veut dire que tu n'as que bossé à EDF pendant tous c'est pratiquement Oui, combien? oui, 8 ans, bon, 10 ans j'ai fait quelques mois, on va dire peut-être de 6 ou stage? 7 mois dans une boîte de conseil. Non, non, même juste après mes études d'ingénieur, j'ai fait 6 7 mois dans une boîte de conseil. Mais bon, c'était une toute petite partie de mon parcours professionnel. Donc, ça ne compte pas vraiment. Parce que la grande partie de mon parcours, c'était vraiment à EDF. Où là, j'ai travaillé sur des projets de télécom. Donc, c'était de la gestion de projets dans plein de technologies télécom. Donc, j'ai vraiment fait toute ma carrière professionnelle, on va dire, même si elle n'est pas si énorme que ça, Si dans cette. elle est énorme, c'est quand même presque 10 ans que tu as, que tu. Oui, oui, effectivement. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant de partir d'EDF, donc en fin 2018, quand je suis parti, j'ai refait enfin, je suis retourné à l'école, notamment entre 2017 et 2018 à Centrale Supélec, où là, j'ai fait un master spécialisé dans tout ce qui est énergie. La raison, pourquoi passer des télécoms à l'énergie, c'est très simple. C'est que je suis camerounais et je sais que tôt ou tard, je vais un jour rentrer chez moi pour. Je suis en train Pour- de rigoler, mais je pense que tu as compris pourquoi je suis en train de rigoler. Non, non, C'est plus par rapport aux les problématiques, les mêmes problématiques depuis une dizaine, vingtaine d'années qui reviennent à chaque fois. Les problèmes de voilà. délestage, les problèmes de Alors, télécom. c'est important quand même, l'anecdote. J'ai une anecdote que j'aime bien raconter souvent aux gens pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qui m'a finalement obligé, au-delà de mon côté patriotique, je veux faire quelque chose de même pour mon pays et notamment dans un domaine qui souffre le plus, l'énergie. L'énergie. Il y a une anecdote qui a vraiment fait que je bascule dans le sens de l'énergie. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Vuri TV, on l'a créé avec Paulette en 2016, mais j'ai commencé mes études d'ingénierie en énergie en 2017-2018.
et je suis parti d'EDF en fin 2018. Mais entre-temps, ce qui s'est passé vers 2016-2017, un peu avant 2017, j'étais au Cameroun et on avait produit une série, je ne me rappelle plus le titre de la série, mais on avait produit une série et il fallait absolument qu'on la livre à une chaîne de télévision. Je vais cacher le nom parce que je ne souhaite pas forcément divulguer le nom de la chaîne de télévision, mais Ouais, y a c'est une pas de chaîne souci. occidentale. Ouais. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que la série comportait environ une vingtaine d'épisodes. Il fallait faire ce qu'on appelle un rendu de la série. Et faire un rendu, ça prend parfois, toi tu es dans le domaine un peu de l'audiovisuel, donc ça prend parfois du temps, notamment pour la vidéo. Et à titre indicatif, ça peut parfois prendre toute une journée, ça dit 24 heures, pour faire un rendu de 26 épisodes. 24 heures, ça veut dire que lorsque je lance l'ordinateur pour sortir ce qu'on appelle les prêts à diffuser, donc les PAD, je dois attendre 24 heures. Autrement dit, s'il y a une coupure d'électricité, ça reprend à zéro. Donc, j'ai d'un côté la pression de la chaîne de télévision qui dit il faut absolument que je livre les 26 épisodes. Et de l'autre côté, j'ai les machines au Cameroun, OK, mais on a notre fameux Ouais. Eneo qui nous embête. Et Sonel, ce jour-là, Sonel à on est l'époque, ou passé. 2016 c'était déjà Sonel, je sais pas. Non, non, c'était déjà Eneo en Ah, 2016. ok. On est passé à la catastrophe de livrer ce truc-là. On a fini par y arriver parce que, par chance, on avait l'énergie, mais c'était vraiment le catalyseur, l'élément déclencheur qui a fait que, tiens, il y a vraiment un problème d'énergie au Cameroun, il faut faire quelque chose. C'est comme Ouais. ça que je dis, bon, je suis à EDF, en plus, c'est une entreprise qui fait de l'énergie. Moi, je suis dans les télécoms. Ouais. Bon, il y a un truc qui Pour ne va ceux qui ne pas. connaissent pas, tu peux un petit peu dire ce que c'est un peu la référence, quoi. C'est un peu comme le Oui, Eneo de la France, quoi, EDF. alors, on va dire que c'est le néo de la France et même plus Pas que, je pense globalement, qu'il livre aussi dans d'autres pays voisins parfois. ben, s'il y en a qui sont intéressés, du coup, en une phrase, je vais un peu expliquer. On va dire que c'est le Eneo de la France, mais ça va au-delà de ça parce que EDF aujourd'hui, pour Électricité de France, c'est l'une des entreprises mondialement reconnues dans le domaine de l'énergie. Pas seulement en France, en Europe, en Afrique, en Amérique, etc. On est des, je dis on parce que je Parce que, considère ouais, EDF. tu as quand même donné 10 ans de C'est ta vie là-bas. EDF. Voilà, donc on est reconnu mondialement pour ça. EDF fait trois choses, même quatre. EDF produit de l'énergie. Donc, on produit avec des centrales, par exemple, Nucléaire. solaires, nucléaires, hydrauliques. Voilà. On a tout type de centrales qu'on fait à EDF. EDF fait également ce qu'on appelle du transport d'énergie. Bon, à l'époque, c'était EDF. Maintenant, c'est une filiale d'EDF qu'on appelle RTE pour réseau de transport d'électricité. Donc, c'est une entreprise aussi de l'État qui transporte dans l'énergie en question, qui est produite sur des lignes haute tension. Ensuite, une fois que c'est transporté sur des lignes haute tension, on arrive un peu dans les villes, on redescend ça sur des basses tensions. Mhm. Euh, et c'est du coup une entreprise qui s'appelle, bon, à l'époque, ça s'appelait ERDF. Maintenant, ça s'appelle Enedis. Donc, c'est eux qui vont distribuer cette énergie-là sur des basses tensions. Et enfin, il y a pas mal d'entreprises, dont EDF aussi, qui commercialisent. Donc, qui envoient finalement l'énergie basse tension vers les clients finaux. Ouais, on Donc, continue. Là, c'est dans les foyers, les maisons. voilà, voilà, exactement. Donc, c'est un peu le même principe au Cameroun, hein, sauf que, bon, je crois que c'est Eneo qui fait de la production. Ensuite, je crois qu'il y a une société, Sona, je ne sais plus quoi là, qui s'occupe de tout ce qui est transport au Cameroun. C'est une société qui date de 3-4 ans, je crois. Et Ouais. ensuite, il y a Eneo Mais qui on n'est reprend. que sur la partie hydroélectrique, quoi. On n'a pas, par exemple, des trucs comme des centrales nucléaires. Je crois que c'est le seul Non, mode il de. n'y a pas de centrale nucléaire au Cameroun. Par contre, effectivement, on fait de l'hydraulique, ça c'est sûr. Mais Eneo, il me semble, fait également tout ce qui est solaire. Ce n'est pas très connu, mais il y a quelques centrales solaires que Eneo a C'est quelque fournies. chose qu'ils, de toute façon, ils exploitent déjà et ils vendent. C'est quelque chose qui est effectif. Oui, oui. Moi, j'ai des amis qui travaillent à Eneo qui me Mhm, parlent parfois de ça. Donc, effectivement, ils ont des chantiers dans tout ce qui est solaire qu'ils mhm. exploitent déjà. Le problème, c'est juste une question de communication. Ce n'est pas très connu aujourd'hui, mais oui, je te confirme qu'il y a bel et bien des chantiers dans tout ce qui est solaire. D'ailleurs, même pour te dire, tout ce qui est centrale solaire, ce n'est que à la main d'Eneo aujourd'hui. Un particulier n'a pas le droit de construire une centrale solaire au Cameroun. Tu as le droit d'avoir des panneaux Des plaques solaires, donc, solaires, ouais, des voilà, panneaux solaires sur ta maison. mais tu n'as pas le droit d'avoir De faire du une business centrale. avec. Tout à fait. Tu n'as pas enfin, tu peux faire du business, mais à petite échelle. Donc, je crois qu'il y a un nombre de watts maximum au-delà duquel tu ne peux pas traverser.
De mémoire, je ne me souviens plus exactement du nombre de watts, mais disons que c'est de l'ordre d'une installation domestique. Tu ne peux pas faire Ok. au-delà de ça. Ah, je vois. Donc, tu étais en train de nous expliquer la transition, le fait que tu as vécu ce moment où tu étais au bord de la catastrophe. J'imagine un peu ta tête quand même, au moment où tu es en train de vouloir uploader les trucs comme ça, et puis, bim, tout ça, ça se coupe. Tu as envie de casser ton ordinateur. Ça, c'est Ouais, ça, c'est j'imagine un petit clair. peu. On voit tout de suite l'argent que la chaîne de télévision va payer. On voit qu'on n'aura plus ça. Bon, c'est clair que c'est un vrai catalyseur. C'est là, Ouais. à ce moment, qu'il y avait quelque chose à faire du côté de l'énergie. C'est justement de ce principe que tu as décidé de faire cette. Comment ça, c'était quoi, une sorte de MOOC ou bien c'était vraiment une formation Un supplémentaire? master spécialisé Ouais. justement dans le domaine de l'énergie. De manière générale, j'ai fait pas mal de techniques, mais j'ai fait beaucoup de marchés aussi. Donc, le marché de l'énergie dans le monde, je le connais. Je connais très, très bien comment ça marche. Et donc, l'école qui m'a permis de faire ça s'appelle Centrale Supélec. C'est une fusion entre l'école centrale de Paris et Supélec, qui était déjà l'école qui était la référence dans tout ce qui était énergie en France. Ouais. Donc, c'est une de ces deux écoles-là qui donnent aujourd'hui ce qu'on appelle Centrale Supélec. Et c'est là-bas que j'ai fait ma Le dernière master année d'études. spécialisé. Ah, intéressant tout ça. Donc, d'après ce que tu expliques, en fait, le projet de Vori TV a commencé en parallèle. Tu étais toujours employé chez Exactement. EDF, mais Exactement. en même temps, tu exerçais déjà sur ce projet secondaire-là. Comment, d'où l'idée t'est venue, en fait, de lancer un tel projet? Est-ce qu'avant ça, il y avait déjà un intérêt particulier à ce qui est de la consommation audiovisuelle, les séries, ou comment t'es venue l'idée, en fait? Alors l'idée, elle est quand même très ancienne, l'idée. Enfin, on va dire l'idée, mais l'idée, la matérialisation de l'idée, c'est autre chose. L'idée elle-même, c'est quelque chose qui me trottait déjà à la tête de l'époque où on était en école d'ingénieur. On faisait beaucoup de manipulations techniques sur le réseau de Télécom Paris, notamment, bon, c'était du piratage, hein. On streamait beaucoup, par exemple, tout ce qui était télévision. Moi, je faisais par exemple partie du club ça s'appelait Rezel à l'époque. Donc, c'est le club en gros de ceux qui administrent un peu le réseau de télécom à l'école. Donc, je faisais partie de ça et je m'occupais justement à mes temps perdus, justement, à manipuler un peu ce genre de choses-là. Donc, on streamait beaucoup tout ce qui était télévision. Donc, on récupérait le flux. Bon, je ne vais pas expliquer comment, mais on récupérait le flux pour le partager un peu dans la résidence étudiante où on était. Tu faisais du Et business avec, il y avait des gens qui payaient pour. alors, les gens payaient dans le cadre même de la maison des élèves, mais ce n'était pas des sommes grandioses. C'était par exemple 10 euros sur l'année. C'était pas mon business à moi, c'était le business de l'école. L'école mettait sa disposition, mais nous, à côté de ça, on profitait pour apprendre un peu plus. Je veux dire, Et vu le fait que tu dis que c'était plus ou moins du piratage, entre guillemets, ou à l'époque, il n'y avait pas déjà une moi, réglementation moi, par rapport à ça. je m'en servais par exemple pour récupérer deux, trois choses qui étaient parfois illégales, je l'admets, mais dans le cadre de l'école, tout ce qu'on mettait, notamment les chaînes comme BFM TV, TF1, etc., tout ça, c'était légal. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je parle un peu dans tout ce qui était Ouais. chaîne africaine, Ça va leur faire etc. plaisir quand ils vont entendre ça. Voilà. Non, mais j'étais étudiant, j'avais à peine 20 ans. Je ne Tu compte étais pas aujourd'hui. majeur, c'est au Cameroun que tu n'es pas majeur, ça 21 ans. Dans ne compte pas aujourd'hui. Disons à l'époque, j'étais, bon, le projet, c'était à l'époque avec deux de mes amis, un Sénégalais et un Béninois. On avait déjà cette acquaintance-là, en fait, pour le domaine du cinéma, enfin, le domaine de l'audiovisuel de manière générale. Nous, on récupérait pas mal de sketchs africains et on les diffusait justement sur une plateforme qu'on avait montée à l'époque. Et on Mhm. s'était rendu compte à l'époque que, voilà, il y avait un appétit notamment pour la Une plateforme que diaspora. vous aviez vous-même montée, en fait, que vous avez vous-même Exactement. développée. Exactement. Et on s'est rendu compte à l'époque qu'on avait, il y avait toute une diaspora qui avait vraiment l'appétit de regarder ce que les locaux faisaient. Bon, malheureusement, l'aventure ne s'est pas forcément bien passée avec mes amis et on s'est séparés. Mhm. C'est les choses qui arrivent dans beaucoup de Ouais, choses, c'est hein. clair. Donc, voilà. Mais Et aucun d'eux n'a prolongé, ne s'est lancé dans ce truc-là, a poussé il le y a truc. Si, si, il y a le Sénégalais notamment qui a poussé de son côté, qui a poussé de son côté en fait l'aventure. Bon,
Les raisons de la séparation, je ne vais pas entrer dedans parce que ce n'est Non, pas le… c'est pas le sujet en même Donc temps. oui, il a poussé en fait l'idée de son côté. Et ensuite, de mon côté, je me suis retrouvé en fait avec l'historique qui était fait. Et j'avais à l'époque, justement, c'était en 2015-2016, sachant que pendant toute la période où les choses ne s'étaient pas forcément bien passées, je parlais beaucoup à Paulette, qui était justement on va dire, bad complice, meilleure amie, comme on dit, parce que Elle on se connaissait connaît. tout, elle connaissait les Elle offs et connaissait tout. tout l'historique, elle connaissait tout. Chaque fois qu'il y avait quoi que ce soit comme souci dans le projet historique, je lui en parlais. Donc, elle était parfaitement au courant. Et la chance que j'ai personnellement eue à l'époque, c'est que Paulette, c'est ça que je ne savais pas, je ne savais absolument pas, c'est qu'elle elle était déjà quelqu'un qui s'y connaissait dans tout ce qui était photo et un peu dans tout ce qui était vidéo. Mais c'est une passion qu'elle développait à côté, sans même me dire. Moi, j'étais son ami, mais je n'étais pas, j'étais pas Ouais. au courant qu'elle faisait ça. Et en discutant avec elle à l'époque de tous ces soucis-là, bon, je me rends compte que, tiens, Paulette fait ça. Elle dit, mais attends, mais Paulette, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas chemin ensemble aujourd'hui? Il y a pas mal d'entreprises qui se montent et parfois, la chose qui dérange le plus, c'est le côté humain. Or, toi et moi, on s'entend déjà très, très bien. Ce n'est pas aujourd'hui que les choses, voilà. Et on a tout de suite senti qu'il fallait qu'on fasse cette aventure ensemble. C'est comme ça, en fait, que naît le nom Vouri. C'est comme ça que naît Ouais, l'entreprise Vouri. justement, le nom, je voulais revenir dessus. C'est Voilà. quoi, ça vient de qui? C'est toi, c'est Paulette ou c'est toi? Et bon, je crois que c'est moi qui avait inventé ce truc-là. Et à l'époque, bon, j'avais triché un peu du cinéma Le Vouri parce que, bon, à l'époque, on s'était Ouais. dit, bon, il Quand il y faut avait qu'on fasse… encore, c'était deux grands cinémas. Il y avait le cinéma Abia dans la capitale euh, Tu et, connais le Cameroun, le cinéma Le Vouri, c'était le grand cinéma à l'époque. Avant que ah, les salles de cinéma deviennent totalement en catastrophe, c'était le grand cinéma, l'Abia, etc., le Paradis. Mais le cinéma Le Vouri, qui appartient à Photo Victor, le richissime Photo Victor, c'était le cinéma des cinémas. Et à l'époque, je m'étais dit, bon, on ne va pas aller prendre un nom qui qu'on peut va causer des ensuite… problèmes. T'as pas eu peur que ça peut Non, cuire, au que ça contraire. fait. L'idée, c'était de ne pas prendre un nom qui va nous faire trop de marketing pour le faire avancer. Et Hmm. De Vouri, surfer un c'était petit peu sur la notoriété de exactement, Bourré. tout à fait. Bon, heureusement, au Cameroun, comme les choses ne sont pas forcément bien faites, les, les- la marque n'était pas déposée. Donc, nous, on s'est dit, bon, tiens, on va profiter. Et c'est comme ça qu'on crée Vouri. Enfin, le nom Vouri, effectivement, ça vient Ouais. de là. Ensuite, le nom Vouri Entertainment, bon, c'est quelque chose qui était venu de manière naturelle. Il fallait bien créer une entreprise qui fait du divertissement. Et on ne peut pas dire Vouri divertissement. Vouri Entertainment, ça colle beaucoup plus en anglais. Donc, c'est comme ça, en fait, Non, qu'on va… c'était vraiment, là, c'est coup de chapeau parce que là, ça parle complètement. Bon, peut-être pour la plupart, ceux qui sont à l'extérieur, ça ne leur Oui, parle pas forcément. Mais par rapport à ta cible, parce qu'en même temps, c'était pas un truc que tu voulais forcément te mettre à vendre aux gens au Canada ou en France. Sauf si ce sont des résidents qui ont des origines camerounaises, ça parle complètement à cette cible-là. Donc, c'était très, très bien C'était ça choisi. le but. C'était ça le but de parler d'abord à la communauté camerounaise. Ensuite, ça nous a semblé tellement naturel en fait d'élargir le truc. Aujourd'hui, par exemple, on a des Ivoiriens qui nous suivent, on a des Burkinabés qui nous suivent. Voilà, c'est un truc qui s'est fait assez naturellement. Mais Ouais, effectivement, parce il y avait déjà une vraie fanbase. C'est pas comme si c'est un truc que tu es parti from crash. C'était pas de zéro, quoi. Il y avait déjà une fondation bien solide. Des gens qui sont, qui se sentent représentés par ça, qui s'identifient en fait à ce nom-là. Et voilà. forcément, par assimilation, les autres vont suivre, quoi. C'est pas comme si… Est-ce que toi, tu connais ce que c'est Google? Qu'est-ce que ça veut dire Google? Non, Mais ben, Google, on ils a ont besoin réussi de à mettre… construire un truc autour de Google et puis le reste, ça se rassemble progressivement. Effectivement. La seule chose qu'on souhaitait éviter au début, c'était de devoir expliquer aux Camerounais eux-mêmes. Mhm. Et qu'on C'était la explique cible. aux autres personnes, OK, d'accord, c'est ce que Google a fait, c'est ce que Netflix a fait, c'est ce que Yahoo a fait, etc. Mais ce qu'on souhaitait éviter absolument, on ne voulait pas perdre de temps dans les explications à notre communauté.
C'est pour ça que le nom nous a semblé tellement Ouais, naturel. c'est parfois une grosse friction. C'est ce que l'autre même expliquait aussi dans le podcast Anissé Nemani que j'ai reçu notamment. Épisode très intéressant, petite pub, allez écouter. Donc, lui, il parlait un petit peu du fait que le nom, il fallait que. Parce qu'avant Beamster, il y avait un autre nom, j'ai oublié comment il disait ça. Il y avait un autre nom auquel il a pensé. Et puis, il voulait éviter en tout cas les trucs, le fait qu'en écrivant son site, il doit mettre un tiret, tu vois, tout ce qui apporte une frisson en fait. De sorte que quand tu Tout à fait, vois, tu sais que ça c'est Vouri TV, ça c'est BIM, ça c'est donc, ça tout à reste fait, comme une marque qui a fait ses preuves quoi. tout à fait. Donc, c'est comme tu t'es inspiré du cinéma Le Vouri, c'est d'où le nom est venu. Et puis, l'association s'est faite de façon très naturelle avec ta cofondatrice. Et c'est comment ça se passe? Ces gens, chacun fait un petit peu le tout, vous entrez dans les pas, chacun sait ce qu'il doit faire. Elle, Alors, qu'est-ce qu'elle devait oui, t'apporter avec ses compétences en tant que photographe et... alors, en fait, nous, on a la chance justement aussi qu'on a, c'est qu'on a des parcours très différents. Moi, j'ai un parcours, on va dire, d'un ingénieur, je ne le cache pas. Ouais. Euh, mais j'ai aussi un parcours de quelqu'un qui connaît le business. J'ai la chance d'avoir eu un papa qui connaissait le commerce. Donc, d'aucuns diraient Ça revient à chaque fois, ces trucs de commerce. Non, mais c'est vrai, parce que ça revient peut-être à chaque fois, mais n'empêche que Ouais, c'est vrai. d'accord. Moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, j'ai grandi dans la manière de faire du business. Donc, je m'y connaissais et à côté de ça, j'avais le côté ingénierie. Donc, c'était tout à fait naturel que dans le cadre de l'entreprise, que je m'occupe de tout ce qui était justement développement de la plateforme technique Ouais. et ensuite développement on va dire, du business lui-même. C'est-à-dire justement aller voir des chaînes comme TV5, aller Leur voir des réseaux, proposer. Canal+, Ouais. aller, etc. Voilà. Donc ça, c'est mon boulot. Aller euh, vendre, quoi. Aller prendre le produit. Et je trouve même que c'est un gros avantage que tu as, et peut-être une chance, en fait, parce que le côté, justement, ingénieur, au-delà du fait que c'est le produit, c'est parfois chronophage, c'est parfois dangereux aussi parce que le fait que de rester toujours trop sur le produit sans consulter, sans prendre le pouls de l'extérieur, tu peux construire un truc qui est parfait pour toi, mais qui n'intéresse personne, en fait. Donc, les doubles casquettes, quelque part, a dû être très, très intéressant pour toi pour pouvoir vendre le produit. Exactement. Et donc voilà, ça c'est mon boulot au quotidien. Ensuite, celui de Paulette, qui est du coup à l'opposé du mien, et c'est tant mieux puisqu'on se complète, c'est de sécuriser justement tout l'aspect technique au sens audiovisuel. Tu peux Il n'y expliquer? a, alors, il n'y a aucune production qu'on fait aujourd'hui si ça n'a été chapeauté de bout en bout par Paulette. Tout ce qu'on produit aujourd'hui, c'est chapeauté par elle. Tout ce qu'on accepte de distribuer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on vend par exemple nos films à des chaînes de télévision, mais on vend également les films de d'autres producteurs. D'autres C'est-à-dire producteurs, des ouais. gens qui viennent nous voir avec leurs produits qui n'arrivent peut-être pas pour X raisons à rencontrer telle ou telle chaîne de télévision. Nous, on Mhm. fait le travail de relais. Ouais. Et ça, crois-moi, c'est un travail absolument monstre. Je Ouais, dis j'imagine. absolument monstre parce que, notamment ces dernières semaines, moi qui ai voulu tremper un peu dedans, j'ai compris à quel point c'était compliqué et important ce travail-là. Donc, Paulette, on va dire, s'occupe de tout ce qui est sécurisation de tout notre côté audiovisuel. Donc, Ouais. si tu veux, par exemple, aujourd'hui faire une production, si demain tu veux produire, par exemple, même un spot publicitaire, voilà, c'est Paulette qui s'occupe de tous ces aspects-là. Après, on s'appuie sur un réseau aussi de jeunes au Cameroun. On ne travaille pas tout seul, donc on s'appuie sur un réseau de jeunes. Notamment, on a un gars dans tout ce qui est développement, on a un gars dans tout ce qui est sécurité, on a un gars dans tout ce qui est graphisme et design, on a un gars dans tout ce qui est de content manager, donc c'est lui qui discute un peu avec les producteurs locaux pour récupérer notamment leur contenu. Et on a une jeune fille qui s'occupe de tout ce qui est administratif, voilà, la paperasse, etc. Mhm. Donc voilà un peu les personnes qui constituent l'entreprise et qui travaillent au quotidien avec nous. Mais Patrick, dis-moi, comment est-ce qu'on lance une telle plateforme? Parce que déjà, il y a une plateforme, comme tu l'as dit, de distribuer, une plateforme qui diffuse comme ça tous ces contenus-là.
Et cette plateforme est disponible. On peut aussi consommer, bien sûr, sur la partie web. Mais il existe aussi des applications sur Android et sur iOS, si je ne m'abuse. C'est de la vraie tech. Ça coûte forcément plusieurs milliers d'euros pour mettre en place tout ce dispositif-là. Et du temps aussi, le temps que ça prend pour mettre tout ça. Ce sont des centaines et des milliers de lignes de code comme ça qui sont écrites. Comment on lance un tel truc? Est-ce qu'on fait, est-ce que c'est avec des fonds propres? Est-ce que c'est avec, comment ça se lance ça? Alors, c'est une très très bonne question. Ça me permet de justifier aussi le fait que j'ai dû laisser à un moment donné mon entreprise EDF pour pouvoir me concentrer en fait sur ce projet. Toi-même, tu l'as dit dans ta question, c'est que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps et tu ne peux pas travailler sur ce genre de choses-là si tu es en même temps pris en fait avec d'autres activités, d'autres responsabilités. Donc, question de temps, crois-moi, c'est quelque chose qui est très, très prenant. Ensuite, question d'argent. Euh, Lorsqu'on est un entrepreneur, il y a une chose qu'il faut absolument intégrer, c'est que il ne faut jamais construire un projet parfait et le sortir. Un projet parfait, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte beaucoup. Mais sortir un projet, même si c'est approximatif, il faut le sortir. Et ensuite, tu laisses les personnes qui vont découvrir ton Les projet, consommateurs te rapporter du feedback qui consommateurs, va te permettre d'optimiser au fur et à faire des mesure. feedbacks en fait dessus. Ça te permet de manière itérative de corriger tout ce que tu as comme défaut. Et ça te permet aussi de toucher ton marché et donc de gagner un peu d'argent pour ensuite réinjecter dans ce que tu fais. C'est par ce mécanisme-là qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui pu souffert de tout ce qui était gros investissement au début. Mais si on avait voulu faire les choses comme parfois certaines personnes font, on aurait dû effectivement avoir beaucoup d'argent pour le faire. Nous, on a mis de l'argent. Il ne faut pas croire que ça nous a coûté 0 franc. Non, on a mis de l'argent. C'était principalement nos économies de tout le temps qu'on a travaillé dans nos entreprises respectives. Donc moi, EDF, Epaulette à Eiffage. Donc c'était principalement nos économies. Et ensuite, une fois qu'on a mis le produit en place, donc quand on dit produit, c'est la plateforme web, mais aussi Mhm. C'est toi qui des, as fait toute la tech ou là tu as monté une équipe et vous avez fait ça ensemble? alors, la toute première version, oui, c'est moi. Ensuite, par manque de temps, je ne pouvais plus tout faire. Donc, j'ai dû recruter des personnes qui vont continuer. Mais sinon, oui, la toute première version. C'est quoi? C'était des développeurs de chez nous ou qui ont Ah bossé non, sur non, on n'a pas les moyens j'ai pas les moyens de recruter quelqu'un en Europe. C'est des développeurs, D'ailleurs, même, c'est même très bien comme ça parce que, un, ça nous coûte beaucoup moins cher que de prendre des gens en Europe. Et de deux, ça permet de développer l'entrepreneuriat et le salariat, surtout local. Donc, Mhm. non, non, Et c'était en plus, des. ils ont la chance enfin, la possibilité d'aller dans le vif même en fait, parce qu'il y a souvent ce truc qui revient à chaque fois sur ce qui se fait chez nous, que ouais, peut-être la partie théorie, mais ça manque un petit peu de pratique. Ils n'ont pas cette possibilité Ouais, exactement. d'intégrer des boîtes où ils vont. Ça qui est génial dans cette aventure, c'est que tous les jeunes qui travaillent avec nous travaillent dans un truc qui est concret, dans un truc qui a un business model bien clair, défini, et dans un truc qui rapporte de l'argent. Nous, aujourd'hui, on est fiers, on n'est pas des millionnaires, mais on arrive au moins à payer nos charges. Et ces jeunes-là, justement, ils savent très bien que c'est ce qu'on fait au quotidien qui permet de payer ces charges-là. Donc, ils sont très, très contents de travailler dessus parce qu'effectivement, ils voient clairement, lorsqu'on reste comme ça chez nous et qu'on voit qu'une personne s'est abonnée à notre plateforme, ou lorsqu'on voit une chaîne de télévision comme TV5 ou Nollywood, etc., qui achète un contenu, ça montre en fait qu'il y a quelque chose derrière. Ça montre qu'il y a un Ouais, vrai business qui est construit. c'est pas du carton, quoi. Sinon, TV, ça va pas perdre son temps. Exactement. Donc, on est très, très content de ça. Donc, ça nous a coûté de l'argent. Ça ne nous a pas coûté des milliards pour le mettre en place, clairement. Ça nous a coûté quand même de l'argent. Je ne veux pas donner les chiffres parce que c'est des choses qui Non, sont. non, on n'a pas forcément besoin des chiffres. C'est pour donner une autre idée aux gens, en fait, en termes d'énergie, en termes d'engagement, ce que ça représente au point où tu as dû, je ne sais pas si je vais dire laisser tomber ton entreprise parce que de toutes les façons, c'est dès lors que tu t'es lancé vers ça, tu savais qu'il devait arriver un moment où tu devais lâcher ça et puis te mettre à 100% dessus. Donc, Tout euh, à fait. et pour le produit en lui-même, le produit, c'est quelque chose qui est déjà, c'est un fait. Le produit, il est déjà distribué, les gens consomment déjà dessus.
les différentes séries. C'est quoi qu'on retrouve comme série dessus? Alors, C'est quoi, de la comédie, oui, oui. Alors, j'en profite juste avant de répondre à cette question. Je vais profiter pour répondre à peut-être une partie de la question précédente où je n'ai pas, où j'ai omis de répondre. Oui, on est disponible en fait sur le web, donc par www.vouri.tv. Ensuite, on a également une application sur Android. On avait une application sur iPhone il y a quelques temps, mais on a abandonné le truc parce que l'application n'y est plus parce que j'avais vu un truc sur iOS, si je ne me trompe. oui, mais on a abandonné tout de suite parce que les conditions d'Apple étaient de notre point de vue trop contraignantes. iOS, Alors, c'est la même chose à chaque fois. Ils sont pas là pour faciliter la tâche aux gens. Ils sont toujours, même dans le ouais, langage dans lequel il faut développer, tout est toujours compliqué chez eux. Même pour te valider ton truc, tu en vas tant que attendre. jeune entrepreneur, bon, c'est le temps que ça prenait, en fait, pour eux, ça nous prenait trop de temps. On a préféré mettre ça de côté. Mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement abandonné. C'est un projet que vous pourrez Non, non, c'est reprendre pas plus abonné tard. totalement. On va sans doute revenir dessus. Bon, fort heureusement, le site Internet est responsive. Donc, il peut s'adapter sur les téléphones, les différents téléphones qu'on a. Ce qui fait que les utilisateurs qui ont les iPhones ne sont pas totalement frustrés de ne pas avoir une application à eux. Mais c'est quelque chose qu'on va reprendre lorsqu'on aura un peu plus de temps. Peut-être l'année prochaine. Mais là, aujourd'hui, Mais en termes de métriques, je pense quand même qu'il y a une plus grosse partie de la communauté qui est sur du Android. ah oui, 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 J'imagine. justement, ça fait même d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles on s'est dit, bon, c'est sans regret de rester pour l'instant sur Android. On a 90% de la population qui se connecte avec un téléphone qui se connecte avec Android. Donc, c'était finalement un choix qui était, et Stratégique. voilà, d'autant plus qu'aujourd'hui, on commence à se lancer au Cameroun. On va peut-être revenir dessus aussi. Et aujourd'hui, on a 98% quasiment de la population qui se connecte sur Android. Donc, maintenant, donc là, j'ai parlé du téléphone, j'ai parlé du web, mais il y a aussi une application qu'on a lancée il y a quelques temps sur tout ce qui est Smart TV. Donc, Ah principalement les Smart ouais, TV, ouais, j'ai vu la pub aussi. J'ai vu principalement les Smart TV Android et aussi tous ceux qui ont des clés Amazon. Tout ce qui est Mhm. Amazon Fire Stick, ou alors des box Android, des Android box. Ce Les sont gens, un ils peu commandent, ou même ou c'est vous qui pouvez acheter le hardware, vous floquez le truc dessus, non, Vori TV non, pour. non. Bon, en fait, le hardware, on peut l'acheter. Tu peux l'acheter sur Amazon, tu peux l'acheter sur Cdiscount. Enfin, je ne fais pas beaucoup de pub pour ces sociétés. Ils ne font pas de pub pour moi non plus. C'est de Tu bonne peux guerre. l'acheter, voilà, tu peux l'acheter sur ces plateformes d'e-commerce-là. C'est des boîtiers qui ne coûtent pas forcément très cher. 20 €, 15 €, 30 € pour les plus chers. Et sur lesquels ensuite tu peux installer notre application. Donc, Mhm. c'est un peu simple. Après, pour les résidents français, ceux qui ont par exemple ce qu'on appelle une Freebox Mini 4K ou alors une Bouygues Télécom Miami. Donc, ce sont des box qui permettent d'avoir Internet dans les résidences en France. Ceux-là, ils peuvent avoir aussi notre application parce qu'à l'intérieur de ces box-là, il y a le système Android qui tourne. Et comme notre application est développée sur Android, forcément, ils peuvent installer notre Ils peuvent application dessus. installer. Ah, c'est très, très intéressant ça. Ok. Donc, Voilà, pour revenir. Mhm. répondre, je crois, à la question sur les contenus, bon, c'est un peu de tout genre, hein. On fait de la comédie, on fait de la romance, on fait des enquêtes. Par exemple, notre dernière série, là, c'était ce qu'on appelle Échec et maths. C'est une série absolument révolutionnaire. Moi, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu cette série à la regarder. C'est une série où on enquête quasiment pendant toute la série sur le meurtre d'une jeune dame. Mais si je t'envoie les commentaires de cette série-là, c'est à couper le souffle. Les On gens, ils fait comme peuvent commander dans l'application. Ce qui me te couper, les gens peuvent commander un petit peu comme tu vois dans les forums. Est-ce que les gens alors, peuvent. non, aujourd'hui, Il y non, a une parce que communauté à l'intérieur. non, alors ça nous a causé pas mal de problèmes de sécurité l'année dernière. Donc, on a pour l'instant supprimé la partie commentaire parce Ah, ok. que c'était en attendant de trouver une meilleure solution. Donc, pour l'instant, on a désactivé cette fonctionnalité-là, mais on espère que pour d'ici l'année prochaine, ça va revenir. Je disais Ok. donc tantôt qu'on faisait tout ce qui était drame. On a Mhm. par exemple non, un film qu'on a produit l'année dernière et cette année qui s'appelle Fantasma. Et dans la partie 2 qui s'appelle Trauma, qui a remporté notamment le prix au Festival Écran Noir, meilleur film camerounais. C'est un film de drame. On a des films de romance comme Miranda, etc. On a un peu de tout type, hein. On n'est pas dans dans un Un seul. seul traîneau, ouais, c'est une On a variété. vraiment pas mal de registres dans lesquels on s'exerce. En termes de chiffres, est-ce que tu peux nous parler un petit peu au niveau des chiffres? C'est la communauté, c'est quoi? C'est combien? Tu as combien de personnes? C'est vrai que sur Facebook, ça donne plus ou moins une idée des personnes qui vous suivent, plus de 500 000 sur votre page. Mais concrètement, les gens qui ont téléchargé l'application, les vrais,
C'est... Par exemple, ceux qui ont téléchargé l'application, je vais parler uniquement d'Android puisque Ouais, l'autre l'Apple, n'existe plus, ouais. voilà. On a plus de 20 000 personnes qui ont téléchargé déjà notre application mobile. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a 20 000 personnes qui Qui sont suivent, actives ouais. sur le téléphone Android tous les jours. Ça, on a sans doute beaucoup moins. Maintenant, on a notre site web sur lequel les gens se connectent aussi de manière très, très régulière. Et on a aussi notre plateforme YouTube sur laquelle, comme on diffuse des contenus gratuits, bon, comme les gens ils aiment beaucoup de gratuits, les Mhm. gens ils se connectent. Force- Logique. Voilà. Après, en termes de chiffres aussi, sur YouTube, par exemple, on a une communauté de presque 125 000 personnes. Ça, c'est sur YouTube, tu as dit, si j'ai pas. Oui, sur YouTube, tout à fait. Mhm. On a presque 125 000 abonnés qui nous suivent. C'est pas uniquement eux-là, ceux-là qui se connectent sur notre plateforme YouTube. On a beaucoup plus. Par Ouais, les exemple, gens qui viennent, qui ne s'abonnent pas forcément, mais qui viennent consommer juste quoi. ça va beaucoup plus, ça va beaucoup au-delà en fait de 125 000. On a sur Facebook plus de 500 000 personnes qui sont abonnées à la page et plus de quasiment 160 000 personnes qui ont liké la page. Que les abonnements et les likes, c'est un peu différent. Et c'est quoi qui est le plus important? Ce sont les abonnés ou ce sont les gens qui... Ce sont les abonnés. Parce que les abonnés, tu peux déliker une page, mais tu continues à recevoir les notifications de la page en question. Donc, ce Juste parce qui que je suis compte, abonné. La notification, en fait, quand il y a du nouveau, quoi. voilà. Donc, ce qui compte, c'est surtout c'est surtout en fait la partie abonnés. Maintenant, ça, c'est un conseil que je donne aussi à beaucoup de personnes qui se lancent un peu dans tout ce qui est marketing digital. Parce que à force d'avoir travaillé sur ce projet, bon, je ne suis pas forcément expert, je ne me définis pas comme un expert, mais je connais quand même pas mal de choses dans ce domaine-là. Lorsqu'on lance un projet, il faut parfois bien identifier la cible de son projet, de son marché. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens font souvent des transformations de visionnage beaucoup plus sur YouTube que sur Facebook. Je m'explique. Je peux très bien diffuser une bande-annonce, par exemple, d'un film sur Facebook ou Ouais. alors un extrait d'un film sur Facebook. Et ensuite, j'ai par exemple 10 personnes qui vont. J'ai par exemple 1000 vues sur la vidéo en question. Mais dans les 1000 vues, j'ai peut-être 10 personnes qui vont venir sur le site internet pour regarder. Mais par contre, lorsque je diffuse la même chose sur YouTube, je peux très bien avoir les 1000 vues, mais j'ai 900 personnes qui vont se rediriger sur le site internet. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Facebook, on a des gens qui viennent là par, voilà, ils sont pas là en fait, ce sont pas des personnes engagées. Par contre, lorsqu'on va sur YouTube, c'est parce qu'on aime la vidéo. Ouais, C'est parce qu'on même plus que ça, ce sont même pas de vraies vues. Ça peut être dans ton fil d'actualité ou le fait que tu es en train de regarder une vidéo, elle se termine et ça défile, ça passe à l'autre, quoi. Ça exactement. comptabilise ça comme une vue, mais qui n'est pas, si on se réfère au watch time, tu n'as pas peut-être consommé, tu as consommé quelques 2 ou 3 secondes, en fait. Et Contrairement même, à, et même, et même lorsque tu regardes le watch time de ça, tu te rendras toujours compte que tu n'as pas le même taux de conversion que lorsque tu es sur YouTube. Donc, c'est pour Mhm. ça, en fait, on développe aussi beaucoup notre plateforme YouTube, La puisque plateforme YouTube, ouais. la majorité des personnes qui nous connaissent surtout de là-bas et non sur Ouais. Facebook. On a beau avoir 500 000 personnes qui sont abonnées à notre plateforme Facebook, mais ce n'est pas les 500 000 personnes qui viennent tous les jours nous suivre. Par contre, Bon, avec on le a changement de la... Je pense qu'avant, c'était pas pareil, mais avec l'algorithme de Facebook qui a aussi oui, parce changé, qu'ils où ont modifié ça. même si C'est tu as devenu 1 million, il va montrer, il va diffuser ton contenu peut-être à 10% de tes abonnés. Donc, c'est exactement. pas. C'est devenu très, très contraignant ces dernières années Mhm. et ça nous intéresse presque Bon, plus c'est que leur ça. business model en même temps. L'idée, c'est que quand ils font ça, c'est pour que tu payes pour pouvoir toucher les gens qui te suivent déjà. Donc, quelque part, c'est très bien que tu spécifies ça pour les gens qui pensent qui comptabilisent en fait les likes comme J'en une j'en valeur parlais aussi, ajoutée. j'en parlais aussi beaucoup parce que il y avait parfois certains débats sur Internet qui consistaient à dire que ouais, vous n'êtes pas présent sur LinkedIn, sur Instagram, etc. On ne peut pas être présent partout. On ne peut pas être présent partout. Il faut, lorsqu'on veut faire justement ce genre de marketing digital-là, il faut bien cibler ta cible. Notre cible, elle est sur des plateformes Ouais. qui sont très spécialisées. Par rapport à ton business model, ce sont des gens qui veulent consommer du contenu. On De sait la tous la vidéo et référence parfois du en termes contenu de long. consommation. Ouais, c'est YouTube. Parfois du contenu long. C'est YouTube. Oui, Voilà. c'est Donc, YouTube, clairement. On va pas comparer. C'est pas Instagram, c'est Instagram. Si tu, je sais pas,
c'est un problème de cible, comme tu as dit. Et puis, YouTube, c'est là où ta cible se trouve. Et c'est logique, quoi. Je comprends parfaitement que c'est là-bas que tu vas concentrer toute ton énergie. Et la preuve même, tu es assez légitime. Tu as déjà une grosse communauté sur Facebook. Tu as assez de données, de métriques pour pouvoir mesurer, en fait, ce qui est beaucoup plus lucratif pour toi. Parce que tu peux tout traquer, savoir que tel qui consomme ça, il est venu de ça par de YouTube, il est venu de tel, il est venu de Facebook, il est venu d'Instagram. Ouais. Exact. Donc aujourd'hui, on a parlé de la communauté et je voulais qu'on revienne un petit peu sur le business model. On peut déjà dire que c'est une entreprise qui est rentable, vu qu'il n'y a pas forcément eu, je pense pas, j'ai pas, en tout cas dans mes recherches, j'ai pas vu qu'il y a eu des levées de fonds, il y a pas, vous êtes complètement propriétaire de tous Oui, oui, tout à euh, fait. On est 100% propriétaire de l'entreprise. Il n'y a pas aujourd'hui de d'investisseurs. fonds externes, ouais. Tout à fait. Donc, et au niveau, ça veut, je suppose, ou je comprends que est-ce que c'est quelque chose qui est rentable aujourd'hui? On ne demande Alors, pas forcément les chiffres, mais même si je attention. sais que forcément tu réinjectes une bonne partie de ce que le business rapporte. Oui, alors, si par rentabilité, tu sous-entends, est-ce que le bilan comptable est positif? Oui. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on exerce et ça fait 3 ans qu'on a un bilan. Bon, cette année, on aura le troisième bilan, mais ça fait 3 ans qu'on a un bilan positif. Ça, c'est absolument, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est absolument extraordinaire Ouais, dans le domaine de la start-up parce que ouais. euh, tu as dû interviewer sans doute Ouais, beaucoup de parce que start on bousille toujours beaucoup, surtout sur la partie marketing, beaucoup, une bonne partie du capital pour. il y a quasiment pas de start-up, ça existe très très peu qui arrivent à présenter des bilans positifs les premières années tout de suite. Donc ça, c'est un peu la chance, parce qu'il y a beaucoup de chance aussi dans ce qu'on fait. C'est un peu la chance qu'on a. Maintenant, et on arrive d'autant plus à payer derrière nos charges. Les charges classiques. Voilà. Ne serait-ce que Attention, là où les trucs sont hébergés, hein, c'est pas. attention, on ne se paye pas. Nous, typiquement, en tant Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Se payer. donc, on ne se rémunère pas aujourd'hui. On ne vit pas de ça aujourd'hui. Mais on espère que d'ici quelques temps, on pourra vivre de ça. Maintenant, je suppose que ta question sous-entendait aussi tout ce qui était levé de fonds. Oui, c'est quelque chose qui va c'est- sans doute arriver. Je pense que ça arrivera sans doute en 2020. Là, aujourd'hui, 2019, ce sera sans doute une concrétisation un peu de notre business model. Et ensuite, en 2020, vu qu'on a un potentiel qui est là et vu qu'on a démontré que le business model est là, ça marche, on l'a testé. Là, maintenant, les investisseurs, et crois-moi, ils sont là, les investisseurs qui voudront venir à ce moment-là viendront non pas en disant qu'ils investissent dans quelque chose de flou, mais qu'ils ouais, investissent dans quelque chose qui est du clairement concret. voilà, du concret. Et ça manque beaucoup, notamment malheureusement dans le domaine de la tech Ouais. camerounaise. Donc, nous, on a eu cette chance-là de développer assez rapidement quelque chose qui permet de sécuriser les personnes qui vont entrer. C'est vraiment intéressant. J'ai envie qu'on parle un petit peu maintenant de la partie monétisation. Mais avant, pour boucler un peu ce qu'on a dit précédemment, est-ce que on peut un peu revenir sur la partie pro? Tu as dit que vous produisez plein il y a plein de contenus que vous produisez, que vous revendez notamment à des grosses chaînes comme TV5. Comment est-ce que ça se passe? Il y a une équipe dédiée pour ce genre de travail-là. Comment est-ce que vous sourcez comme ça ce que vous allez produire? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale? Il y a des trucs qui sont prévus comme ça d'avance sur les 6 ou les 8 prochains mois? Comment ça se passe? Alors oui, ça c'est particulièrement Paulette qui s'occupe de ça, mais je peux dire un mot de ça. Oui, alors il y a deux choses, il y a même peut-être trois choses. Euh, les scénarios, parce que tout part en général des scénarios. Donc ce qu'on voit souvent lorsqu'on lance en tout cas une nouvelle année, c'est que on se définit un certain nombre de films, un certain nombre de séries dans lesquels on va investir. Une fois que les idées sont bien claires dessus, on tu m'entends toujours parce que Ouais, je t'entends, je je... t'entends. C'est un petit peu bugué, mais je t'entends. Voilà, donc oui, donc une fois que on va dire la quantité est clairement définie, on regarde un peu autour de nous qui sont les personnes qui sont plus ou moins fiables, qui pourraient nous accompagner sur ces projets. Par fiable, j'entends quoi? J'entends principalement les scénaristes et les réalisateurs.
parce que nous-mêmes, on n'est pas réalisateur, on n'est pas scénariste, donc on s'appuie forcément sur des gens. Donc, du coup, quand je dis ça, tu as en droit de te poser la question, oui, mais comment vous avez fait au début? Parce qu'au début, vous ne connaissiez personne. Ouais, justement. Et on s'est fait bien arnaquer, clairement, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent au début, on s'est fait abuser par moment. Il y en a même qui aujourd'hui viennent nous demander des excuses par rapport à ces abus parce qu'ils se rendent compte que 3 ans après, entre ce qui s'était passé à l'époque et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils se sont complètement trompés, même dans leur idée d'arnaque. Ils se rendent compte que ben, Qu'ils ont même finalement, la personne. perdu, ils auraient dû peut-être être plus Voilà, donc, clairs. donc c'est bon, c'est le passé, on passe dessus. Mais disons qu'au début, on s'est fait beaucoup arnaquer et on a fini par trouver la martingale, comme on dit souvent, avec aussi beaucoup de chance. Si je te prends l'exemple, pour ne pas citer beaucoup de noms, mais si je te prends l'exemple d'un réalisateur qui est décédé d'ailleurs il y a quelques temps, là, Sergio Marcelo, celui qui a réalisé Les Minimes de Mamie-Tong que tu dois sans doute. Ouais. C'est quelqu'un, par exemple, sur qui on s'est appuyé aussi lors de nos débuts. Et c'est l'une des personnes, voire même peut-être la seule personne fiable qu'on avait, avec qui on travaillait au Cameroun. Il y avait quelques personnes aussi plus ou moins fiables, mais c'est vraiment la personne sur la personne. Et malheureusement, on l'a perdu il y a quelques mois. Mais avec le temps, on a pu construire aussi des relations de confiance avec d'autres réalisateurs. C'est aussi sur eux qu'on s'appuie. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au début, lorsqu'on lançait le projet, on s'est appuyé sur beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, et y compris sur des jeunes qui n'avaient absolument rien fait jusqu'à maintenant parce qu'on croyait en ces jeunes-là. Donc, une fois qu'on a défini un peu le canevas de réalisateurs avec qui on va travailler au courant de l'année, ben voilà, on y va, on leur fait 100% confiance et on va avec eux. Maintenant, ça n'empêche pas qu'en cours d'année, on revoit un peu le cahier des charges. C'est ce qu'on Ouais. appelle sur reprévision. Mhm. On a par exemple 2 réalisateurs avec qui on va travailler sans doute d'ici cette fin d'année. Pour l'instant, je tais encore les noms parce que c'est pas encore C'est encore dans les coulisses. Ouais. voilà, mais c'est des réalisateurs avec qui on n'a jamais travaillé jusqu'à maintenant. Et lorsqu'on va sortir les noms, tout le monde sera surpris. Euh, mais c'est de très, très bonnes personnes qui vont. Voilà. Et ça, ce n'était pas prévu du tout lorsqu'on lançait l'année 2019. Donc, pour te dire que lorsqu'on lance les choses, on définit. On n'avait pas prévu la mort de Marcelo. Donc, on définit un certain nombre de choses, mais après, au cours de l'année, ça peut changer. Et on sait s'adapter au gré, en fait, de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est genre, les gens, ils viennent avec des propositions, un petit peu comme une maison d'édition. Alors, Quelqu'un ça peut être rapporte ça son truc et c'est vous qui lisez avec votre touche à vous, votre sensibilité. Vous dites ça, c'est quelque chose que notre audience peut aimer ou peut-être il faut peut-être changer ça, optimiser ceci ou il faut aller sur tel traîneau. C'est quoi? Comment ça se passe? Ça peut être ça. En fait, tu as 2 cas de figure. Le premier cas où c'est nous-mêmes qui allons vers les gens. On va vers quelqu'un qui est un scénariste, très bon scénariste, et on lui dit, bon voilà, on souhaite que tu nous écris une histoire voilà, qui va parler un peu de ci, ça, si. On donne l'idée générale à peu près. Et donc lui, avec son rôle de scénariste, il va donc nous écrire ça. C'est typiquement ce qui s'est passé avec les mines de Mamie-Tong. Nous, on a eu l'idée de mettre cette dame un peu plus en avant parce que on estimait que dans C'est tout une ce qu'elle avait référence fait, à Maméton voilà. pour ceux Ben, qui ne c'était une connaissent pas, référence, sauf mais chez nous, que, c'est. c'était une référence, sauf qu'elle n'avait rien qui était fait avec elle-même. C'est-à-dire la superstar en fait, du truc, ça n'existait Ouais. pas. Elle avait joué dans beaucoup de choses, mais elle n'avait jamais été superstar de son propre Genre, truc. un mot de premier rôle, c'est premier rôle, ce que tu veux Voilà, dire. exactement. Donc, nous, on a eu l'idée de la mettre un peu en avant avec ce truc-là. Et on a vu Marcelo pour qu'il écrive justement une histoire. Mais par contre, ça peut aussi arriver que les gens aient des idées, des scénarios même, et viennent nous proposer ça. Il vient Et vous nous, proposer. et on voit si on peut aller sur une production, une coproduction avec ces gens. Donc, il y a Ah, bien les 2 cas excellent. de. Excellent. Donc, on revient donc maintenant sur la partie monétisation. Tu as parlé notamment de la partie. Il y a une entreprise dédiée à ça, tu as dit, n'est-ce pas, pour Une entité. enfin, un On a truc une seule qui fait entité. partie du consortium. Je ne sais pas trop comment les termes appropriés, On va mais dire business unit, pour l'appeler comme ça. pardon? Business unit, j'aime bien l'appeler comme ça, comme unité. Mhm, Voilà, voilà, on va dire, c'est une section de l'entreprise. Disons-le mhm. comme ça.
Donc, il y a ces différents points de monétisation, comme tu disais tantôt. Il y a ces plages publicitaires. C'est quoi? C'est un petit peu comme à la YouTube, des petits extraits comme ça, en début, en milieu ou en fin d'épisode. Oui, c'est exactement le même principe. C'est ce qu'on est en train de monter pour notre régie. On sera capable, là, d'ailleurs, on le fait déjà un peu aujourd'hui, on sera capable de voir une entreprise et de lui dire, bon, tu veux annoncer tu veux avoir de l'audience, tu veux que les gens viennent sur ta plateforme. Alors, tu nous donnes soit un spot vidéo, soit une affiche publicitaire, et nous, on va l'insérer dans nos vidéos. Donc, quand la vidéo passe soit au début, soit au milieu, soit à la fin, il y a le spot publicitaire de l'entreprise en question qui passe. Nous, on a une audience, et c'est une audience qui peut être monétisée, et on la monétise, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est quelque chose de calculable? Un peu comme quand on est sur du YouTube Ads ou sur jeu. Est-ce que, il y a un ROI, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez shifter, que vous pouvez monter comme ça en termes de chiffres? Vous voyez, euh, tu investis tant et tu as potentiellement tel. C'est quoi? C'est un clic par mille? Est-ce qu'il y a des Alors, trucs comme ça bien définis par rapport à ça? oui, on est d'ailleurs en train de monter on va dire une sorte de logiciel pour ça. Ouais, Euh, j'imagine bien que ça doit être une autre tech qui doit mesurer tout ça, quoi. Exactement. Donc, je ne veux pas pour l'instant, je ne peux pas pour l'instant en dire plus parce que c'est quelque chose qui est encore en développement, mais on est en train de travailler ardemment sur quelque chose qui va être absolument révolutionnaire dans le domaine de la régie. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui, où on prend un spot publicitaire et on le met dans une vidéo, mais on le met au montage de la vidéo, ça, c'est pas du tout de la publicité, ça. Parce que la vidéo reste dans. Typiquement, quand tu prends YouTube et qu'une publicité passe, la publicité passe et tu es capable de cliquer sur la publicité pour retomber la page de Sur la l'éditeur page de de la personne qui veut. Ouais. ce qu'aujourd'hui personne au Cameroun n'est capable de faire. Je te dis clairement, personne Mhm, ne le fait au Cameroun. YouTube, c'est le seul qui le fait parce que c'est YouTube. Mais il n'y a aucune entreprise aujourd'hui au Cameroun qui fait de la régie publicitaire et qui propose une plateforme sur laquelle tu peux venir mettre ton spot et avoir des redirections sur une plateforme. Donc, je prends par exemple demain, je cite au pif, un de nos partenaires comme par exemple Dicalo ou qui fait tout ce qui est messagerie instantanée africaine. On prend par exemple Cool Trip, qui est aussi un de nos partenaires, donc qui fait tout ce mhm. qui est vente de tickets de bus Ticket de en voyage, ligne ouais. au Cameroun. Demain, ils vont vouloir, par exemple, faire de la publicité sur la plateforme. Ils vont venir avec un spot ou une affiche, comme j'ai dit. On va la mettre dans notre plateforme, notre site web notamment. Et lorsque les gens vont regarder la partie gratuite de ce qu'on propose, ils auront la possibilité de voir les spots en question. Et lorsqu'ils vont cliquer sur le spot ou l'affiche publicitaire, ça va les rediriger soit sur le téléchargement de l'application Dicalo, dans le cas spécifique de Dicalo, soit sur le site internet de Cooltrip, etc. Donc, ce sera vraiment une vraie régie qu'on va mettre en place dans les semaines ou les mois à venir. C'est magnifique tout ça. J'ai des étoiles dans les yeux. En fait, c'est ça le vrai business de Vori TV. C'est ça le vrai business. Tu me fais penser là à un entrepreneur qui s'appelle Loïc Soubéran et il a sa plateforme. Ça, pareil à ça, mais c'est pas exactement ça. C'est des trucs publicitaires, mais plus sur du texte. L'entreprise s'appelait Tits. Tu as entendu parler, ils ont revendu ça à plus de 300 millions. Non, non, je Tits. pas, mais tu fais bien de m'en parler parce que j'aimerais bien aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. L'entreprise s'appelait Tits, Teads. Maintenant, il a revendu l'entreprise. Il est maintenant, il a créé un nouveau truc qui s'appelle Unshare, il a digitalisé les tickets resto comme ça en France. Je crois D'accord. ouais, Il est de quelle nationalité, s'il te plaît? c'est un Français. Je crois qu'il doit avoir des origines, mais c'est qu'il est français. D'accord. Loïc Suberan, il a créé, en fait, euh, la tech, en fait, qu'il a créé, exactement ce que tu es en train de faire développer. Mhm, C'était un truc, donc au lieu, par exemple, lorsque tu es en train de lire un texte, d'avoir des mots-clés qui brillent comme ça, qui sont en fait les mots que quelqu'un a acheté, un éditeur a acheté pour renvoyer à un truc spécifique qu'il promeut. Pour lui, mhm. ce que lui il a fait à la place, c'est de mettre des vidéos en fait. Et des vidéos lorsque tu défiles, quoi, je sais que je pense que tu as dû remarquer ça. Tu es en train de lire, peut-être, je sais pas, tu peux être en train de lire un truc sur Google et puis tu défiles au niveau du texte. Entre deux textes, entre deux paragraphes, tu vois, il y a une vidéo, D'accord. mais Ouais, je en vois off, ça. avec la croix en off. Je vois Et ça c'est très que bien. quand Je tu vois cliques ça. dessus, donc non seulement ça ne gaspille pas l'expérience utilisateur, tu peux continuer de lire ton truc, ça ne t'intéresse pas, mais tu Tout peux à fait. aussi lire cela dans le taux, le taux de conversion est beaucoup plus élevé que juste le mot-clé que tu achètes en fait. Tout à fait.
je suis très content. Et c'est la première fois, enfin, je suis très, très, très content d'avoir cet échange avec toi. Enfin, des gens qui réfléchissent un peu plus loin que ce que j'ai l'habitude d'entendre, en fait, comme projet de chez nous, quoi. C'est très, très, très. C'est ça le vrai business, en fait. C'est ça même. C'est ça qui va coûter des millions et des millions demain, quoi. C'est ça le vrai business. C'est magnifique. Félicitations, franchement. Et C'est ça, l'espérance. j'ai hâte de voir la suite de ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une start-up se monte, en général, bon, on m'a souvent critiqué même pour ça quand je dis qu'en fait que euh, je ne conseille à aucun start-upper d'écrire un business plan. Je ne conseille à aucun. Oh, Maintenant, il y a beaucoup d'écoles avec ces trucs-là. Moi, bon, moi, c'est mon école. Personnellement, je n'ai jamais écrit un business plan. Et pourtant, ça fait 3 ans que je tiens et que le projet est plutôt cohérent. Maintenant, quand je dis ce conseil, c'est un peu de manière brute. Mhm. Lorsqu'on entre dans les détails, non, c'est pas exactement ça. Il faut écrire des business plans, sauf qu'il ne faut pas considérer un business plan comme quelque chose de De figé. figé, ouais. Voilà. Ce qui compte surtout pour une jeune entreprise, c'est le business model. C'est de valider son business model. Le Mhm. business plan, c'est effectivement quelque chose qui te permet de suivre ton projet sur le temps. Mais tu vois bien que lorsque tu montes une startup entre aujourd'hui et dans 6 mois, euh, Il n'y a rien à voir parfois avec ce que tu as prévu dès le départ et ce que tu présentes à la fin, quoi. donc c'est bien les business plans, mais il faut pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé à nous lorsqu'on a monté le projet. Au début, c'était une entreprise qui faisait du Netflix uniquement, mais dans le contexte africain, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pouvait faire et qu'on est en train de faire au fur et à mesure. On n'avait pas du tout pensé au début à vendre des films et des séries aux télévisions. On s'est retrouvé en train de le Mhm. faire. En train de le faire, ouais. Voilà, on n'avait pas du tout pensé au début à faire une régie. On s'est retrouvé parce qu'il y a un boulevard qui est là, il y a un Mais marché. il n'y a pas de limite. En fait, cette tech-là que vous êtes en train de mettre en place, c'est pas quelque chose. Ça va au-delà même de vous TV. C'est quelque chose, c'est une tech qui pourrait être. Demain, avec l'audience qu'on a demain, ne sois pas surpris qu'on. Là, aujourd'hui, on est en train de. C'est un scoop comme ça que je lance, mais là, on parle beaucoup d'e-commerce, par exemple. Ne sois pas surpris demain que je t'annonce qu'on va lancer quelque chose dans l'e-commerce. Donc, Non, mais c'est. avec ce que tu as dit par rapport à cette tech que tu manges, ça pourrait pas me. Ce serait la suite logique, en fait. Ce serait la Du suite. moment où C'est pas, du ça moment va au-delà de vous TV. C'est vraiment, du moment où tu as c'est une ce qu'il nous audience, en faut. fait, tu peux faire ce que tu veux de ton audience. Donc, Ouais. c'était ça qu'on souhaitait au début construire. Mhm. Il y a des gens qui nous suivent, etc. Et demain, ce ne sera absolument pas un tabou le fait qu'on se lance dans autre chose que de l'audiovisuel. Magnifique, magnifique. En plus, c'est quelque chose de local. C'est franchement, la vraie crainte serait que c'est quelque chose que c'est un truc comme ça qui vient de l'extérieur. C'est local, c'est nous-mêmes qui le faisons, c'est fait par nous et pour nous. C'est magnifique ça. Dis-moi, au-delà de ça et de cette partie régie publicitaire, c'est quoi, c'est comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que la monétisation se fait? Est-ce que vous exploitez par exemple la page Facebook, YouTube comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de Alors, monétiser sur Facebook, non, pas tout à fait, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose en fait sur lequel on ne souhaite pas trop pousser le bouchon. Sur Facebook, on ne le fait pas vraiment aujourd'hui. Sur YouTube, oui, par moment, ça nous arrive de produire une série et de la diffuser avec des spots publicitaires, des annonceurs à l'intérieur directement. Mais c'est au montage de la vidéo, c'est-à-dire qu'on Non, on il monte faut l'image. préciser aux auditeurs, on ne parle pas des publicités que YouTube introduit lui-même. Ce Tout à sont des fait. spots que vous-même Pas vous bien mettez à l'intérieur, ouais. Parce que ça ne vous rapporte, c'est que dalle ce que YouTube va te payer si tu valides la pub, exactement. quoi. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de promouvoir ses propres produits. Voilà, exactement. Mais le désavantage de ça, c'est que, comme j'ai dit, le spot, il reste à l'intérieur et on ne peut pas cliquer dessus. On ne Ce peut qui même fait pas que mesurer aussi, c'est compliqué voilà, quand même. tu peux pas mesurer, effectivement. Tout ce que tu peux mesurer, c'est le nombre de vues de la vidéo. Mais Ouais. ça ne dit absolument rien à l'annonceur sur les personnes se sont vraiment engagées derrière ta vidéo. Maintenant, ce n'est pas non plus. C'est aussi important d'avoir ce nombre de vues parce que C'est déjà pour une lesquelles première donnée, quoi. Donc. tout à fait. D'ailleurs, même pour les quelques campagnes qu'on a déjà faites, on a des entrepreneurs qui sont revenus vers nous le lendemain pour nous dire qu'ils ont eu beaucoup de trafic sur leur site au lendemain de la Ouais, pendant campagne. la période de. Ouais, Voilà. j'imagine. Donc, comme quoi ça compte vraiment aussi. Ça compte aussi le fait de voir, même si ce n'est que des vues, ça compte aussi et beaucoup. Maintenant, lorsqu'on aura quelque chose sur lequel on pourra cliquer, ce sera encore plus performant.
Magnifique. Dis-moi, comment ça se passe? Moi, par exemple, j'ai mon petit podcast là, Débrouillard, que j'ai envie de faire promouvoir. Oh, j'entends parler de la plateforme Vuri TV qui est une grosse plateforme avec un trafic de ouf et surtout ciblé par rapport à ce que je communique à l'intérieur. C'est l'audience qu'il me faut. C'est quoi la démarche à suivre? Alors, on a une adresse qui c'est l'adresse publicité @vouri.tv. C'est l'adresse enfin, on communique beaucoup sur cette adresse-là. Les gens nous écrivent énormément dessus pour commander des publicités. Donc, lorsque tu nous écris ou lorsque quelqu'un nous écrit dessus, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on lui présente les offres de sponsoring qu'on propose finalement. Donc, tout ce qui est affiche, tout ce qui est spot, etc. Donc, on lui propose ça et en fonction de ce qu'il souhaite faire de sa campagne, il choisit. Et une fois qu'il a choisi, hop, nous, on y va en fait sur le modèle qu'il a défini. Pour les campagnes qui ont lieu sur les séries en streaming sur la plateforme, est-ce que on n'a même pas parlé de ça? Ce sont des trucs qui sont vus. On peut voir aussi le nombre de vues, non? Le nombre de fois est-ce qu'une série ou un épisode a été regardé? C'est possible, non? Si je me Ah trompe. oui, ça, clairement, oui, ça, tu peux le voir. Et après, maintenant, par analogie, tu sais que si un spot est dans une vidéo, automatiquement, le nombre de vues de la vidéo, c'est égal au nombre de vues plus ou moins du spot en question. Voilà. Ouais, en fonction de si le spot il est au début ou à la fin, parce que bon, c'est justement pour ça Bon, que vous êtes en train de travailler sur un truc qui va mesurer ça de façon plus précise. Mais c'est déjà une tout première à fait. donnée qui donne plus ou Oui, moins une idée du rendu de cette tout à fait. publicité-là par rapport à. C'est intéressant tout ça. C'est vraiment. C'est. J'ai les états. Je ne m'attendais pas, hein, excuse-moi. C'est pour ça que je suis un petit peu Pas troublé. ému là. Je suis un peu troublé. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais à quelque chose de un peu générique. Mais là, je me retrouve devant quelque chose qui. Un boulevard, il n'y a pas de limite, en fait. C'est. Wow. Ok, ok. Dis-moi donc, aujourd'hui, comment tu organises tout ça? Je sais que tu es un père de famille aujourd'hui. En même temps, tu es aussi un père de plusieurs salariés, plusieurs personnes en dessous que tu dois organiser, comme ça, manager. Comment ça se passe? C'est quoi? Tu peux me dire ta journée type, comment tu t'organises? Tu as des applications, comment tu fais pour être plus productif? Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je voyage assez souvent. Bon, ça, c'est un arrangement personnel que j'ai avec ma petite famille. Donc, elle me permet, en tant qu'entrepreneur, elle accepte en tout cas ma vie d'entrepreneur et elle accepte donc que je puisse voyager assez souvent pour m'occuper de tout ça. Mais disons que pour une journée type, c'est constitué de pas mal de choses. Il y a la gestion des points qu'on fait quasiment tous les matins avec l'équipe locale. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça. Ensuite, il y a tout ce qui est relation avec tous les partenaires. Donc, c'est soit les mails que les partenaires ont envoyés la veille, etc. Que ce soit les télévisions ou les partenaires de publicité ou alors les partenaires Secret Z. Voilà, il faut les traiter au courant de la journée. Après, il y a tout ce qui est. Parce qu'il ne faut pas croire, je m'occupe beaucoup de nos abonnés. Il y a énormément de messages Non, ça se voit que même sur les j'envoie. réseaux. Tu communiques, tu vas, tu parles avec, et pourtant, ce n'est pas l'audience qui manque. Il y a tellement de gens qui, mais tu vas te voir en commentaire comment tu parles à chacun. Il dit, mais le mec, Très, très il n'est précis. pas assez occupé avec la tech là derrière qui Et donne. ça c'est un choix. C'est un choix de ma part. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi en fait de faire ça. En fait, finalement, d'endosser le rôle de la personne qui est en relation avec nos fans. Pourquoi? Parce que je sais très bien que je ne vais pas le faire pendant 10 ans, ça c'est sûr. Mais le jour où les investisseurs viendront, on aura de l'argent pour recruter beaucoup de personnes qui pourront faire deux, trois choses. On pourra beaucoup plus déléguer. Mais le fait de sentir nos fans, le fait de les sentir, ça te permet de comprendre vraiment le business. Ça te permet de savoir que ce que De tu prendre le pouls. développes, tu prends le pot, comme on dit effectivement. Ça te permet vraiment de comprendre. Et ça, c'est un bonheur aujourd'hui. Même parfois, les messages sont souvent crus. Hein, parfois, je ne dors pas à cause de certains messages, mais crois-moi, Bon, c'est euh, le danger aussi avec ça, quoi, parce qu'il y a des quand tu, gens des voilà, trolls quand qui tu vont te payes, lâcher des trucs. Si tu prends à cœur, forcément, tu peux casser ton téléphone, c'est dangereux. ça et ça,
Voilà, exactement. Bon, moi, j'ai la chance de savoir un peu me maîtriser par rapport à ce genre de choses, mais c'est absolument un bonheur. On ne discute pas tout le temps, hein. C'est absolument un bonheur, en fait, de... je prends par exemple le film, il y a un dernier film de Murray Blanche, là, chez Nanny Gantz, là, qui a fait beaucoup de bruit au Cameroun. Là, les gens, ils attendent ça sur Bouri TV. Là, aujourd'hui, on est en négociation avec Muriel, justement, et son équipe de management sur la diffusion de ce film-là. Mhm. Mais les gens, ils attendent ça tous les jours. Chaque fois que moi, j'envoie un message, on me réplique, ouais, mais j'envoie un message qui n'a rien à voir avec ça. On Et on est me dit réplique. donc, sors d'abord le machin avant d'ouvrir ta bouche. Ah, c'est... Donc, c'est très drôle et là, tout à l'heure, une autre anecdote aussi pour te montrer un peu à quel point c'est un Ah, c'est bonheur. vraiment, c'est, ça fort en émotion quand même. Aurait absolument changé ce rôle-là pour rien au monde, surtout au début. On a une série qu'on a diffusée, on a terminé la diffusion qui s'appelle Échec et Mat, justement. Et à la fin de la série, bon, l'intrigue se dévoile un peu, mais c'est surtout une série qui regroupe beaucoup de superstars dans l'actorat au Cameroun. Notamment quelqu'un qui s'appelle Alain Bomo. C'est un acteur camerounais, beau gosse, comme les femmes aiment bien le dire. Et on a une de nos abonnés qui nous a fait un voice il y a quelques jours pour nous dire à quel point elle est amoureuse en fait de Alain Bonbon. C'est une femme mariée, hein. Ouais, j'ai vu plein, les gens ont fait Voilà. circuler ça partout sur les Voilà. réseaux. Et donc, moi, ça m'a beaucoup ému. Je crois que j'ai même vu ça sur Beamstar. Je crois que Beamstar a relayé un truc comme ça. Aller jusqu'à demander à la dame en question comment dire, l'autorisation de diffuser de manière publique. Parce que c'était tellement drôle de voir une dame Ah, c'est en trop. admiration par rapport à la série et par rapport à l'acteur. Voilà. Ça, c'est un bonheur que je ne partagerai pour rien au monde. Donc ça, c'est l'une des raisons qui ont fait que je me suis dit, il faut au moins pour les premières années que je sois au contact de nos abonnés. Ça me permet de prendre le pouls aussi. Et comme tu l'as dit au début, ça permet de savoir comment réorienter les développements techniques à côté. Excellent. Waouh. Dis-moi, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais, est-ce que tu penses que tu aurais pu lancer le truc peut-être avant? Tu n'aurais peut-être pas pu te taper tous ces 8 ans chez EDF. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui? Non, je ne regrette absolument rien. Et je vais te dire pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, le domaine de la tech, je parle particulièrement de l'Afrique et du Cameroun en particulier, le domaine de la tech, c'est quelque chose de très avant-gardiste. Moi, je suis beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun, notamment mon ami Ekambi là, qui se bat comme un beau diable là, sur tout ce qui est Dicalo. Ouais, Le domaine de la tech au Cameroun en particulier, c'est quelque chose qui est très embryonnaire, c'est quelque chose qui est très avant-gardiste. Si j'avais lancé ce projet-là il y a 5 ans, il y a 8 ans, en fait, aujourd'hui, déjà, les gens, ils ne comprennent pas trop. Donc, si j'avais lancé ça il y a 8 ans, en fait, c'est la sorcellerie. Donc, de toutes les façons, donc, le timing est très, très bien. Le timing est parfait. On est dans une période où il y a une ébullition. Il y a les gens qui bougent, il y a des projets qui sortent partout, à gauche, à droite, et c'est très bien. Il y en a qui ferment même. Il y a beaucoup de plateformes e-commerce qui ouvrent et qui ferment. C'est parfait. C'est le cas de Afrimarket, par exemple, Parfait. contrairement même aux autres boîtes, et eux, ils avaient vraiment fait de grosses levées. Et- Il y avait, si on te parle des noms qui sont dans le bord de ça, il y a plein même de gros entrepreneurs ici, là, en Occident qui faisaient partie du board d'Afrimarket. c'est même très bien en fait qu'il y ait des boîtes qui ferment parce que ça montre en fait que la start-up vit. Toutes les startups ne peuvent pas réussir. Moi, je souhaite beaucoup de chance à tous ceux qui réussissent et vraiment, voilà. Mais d'autres, il y en a qui ferment, il y en a qui l'ouvrent. Il y a lorsque 5 ferment, 15 ouvrent derrière. Et tout ça, on voit bien qu'aujourd'hui, notamment au Cameroun, il y a vraiment la marmite qui bout, comme on dit. C'était le moment, c'était vraiment le bon moment. Nous, on est encore dans une éducation. On éduque encore les gens à télécharger une application mobile, à payer en ligne. Ce Mhm. n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dans 5 ans, lorsqu'on parlera, c'est comme Google, hein, lorsqu'on parlait de Google au début, en fait, les gens ne comprenaient pas trop. Mais Ouais, on regarde, aujourd'hui, ouais. lorsque tu veux lancer une recherche, tu vas sur Google. Enfin, ça paraît naturel aux gens, en fait, d'ouvrir une adresse Pourtant, Gmail. avant, c'était pas quelque chose que c'était quoi? C'était Yahoo, je pense, si je ne m'abuse, le Voilà, slash voilà. de Yahoo ou de. Donc, nous, c'est pas très grave qu'on n'ait pas lancé le projet il y a 8 ans. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population, notamment africaine, qui est prête
à recevoir ça. Et ensuite, ceux qui ne sont pas prêts, on fait beaucoup de pédagogie au quotidien. Mhm. Donc, non, non, il y a absolument aucun regret de ne pas avoir lancé le truc il y a quelques années. Et sinon, est-ce que toi, il y a des bouquins comme ça que toi, tu recommandes souvent à chaque fois, ou un bouquin particulier qui t'a marqué, toi? Ça peut être dans l'entrepreneuriat ou en général, ça peut être même dans la Alors, philo. je vais être honnête, je ne lis pas. Je préfère être honnête avec toi. J'ai arrêté de lire après le bac. Pire que ça, quoi. J'ai arrêté de lire après le bac. Je ne lis absolument pas. Je ne lis pas de bouquins dans l'entrepreneuriat. Je ne lis pas de bouquins dans. Je lis des bouquins, ça m'est arrivé de lire des bouquins dans l'économie, etc. Mais je ne lis pas de bouquins. Et je vais te dire aussi pourquoi je ne lis absolument pas ces bouquins-là. Parce que je considère que il y a beaucoup de blabla dedans. Il y a beaucoup de redites, des choses que je trouverais assez facilement sur Internet. Et le problème de beaucoup de ces bouquins-là, c'est qu'ils ne tiennent pas pour beaucoup d'entre eux, ils ne tiennent pas compte de certaines Réalité. réalités, Ouais. voilà, sur le terrain. Ça ne tient, c'est parfois des gens, des technocrates qui ont écrit ça. Ils écrivent parfois des théories, mais ça ne tient absolument pas compte. Là, tu parlais tout à l'heure Afri Market. Afrostream. Ah, Afrique, Voilà. ouais, ouais. Voilà. Et c'est cette Même, semaine, la semaine passée qu'ils la ont. semaine dernière, ouais, il y a une dizaine de jours, mais prenons même l'exemple d'AfroStream qui a fermé. C'est une entreprise en fait qui avait tout pour réussir, qui avait tous les levées qui étaient derrière elle, mais qui n'avait pas compris le business en Afrique. Qui n'avait pas compris. Tu prends l'exemple d'Afri Market. Moi, j'ai lu des choses sur cette entreprise-là qui se plaint du fait que voilà, Jumia, attends, mais tu lances une plateforme. Au début, je rappelle que cette entreprise-là a été créée pour faire l'équivalent de ce que Western Union fait, mais uniquement à la sauce, je transfère en fait des denrées alimentaires. L'idée était parfaite. D'ailleurs, à titre indicatif, hein, c'est un projet que j'avais aussi eu il y a quelques années, que j'ai mis de côté parce que je n'avais pas le temps de tout faire. Mais l'idée était parfaite. Mais dès lors que tu te lances, et c'est très bien pour une start-up d'agrandir son portefeuille, mais dès lors que tu te lances dans le domaine de l'e-commerce, à la Jumia, il faut savoir que tu dois avoir les moyens aussi de tes ambitions. Soit tu fais quelque chose de manière modeste. Par exemple, dans le cas de Afrimarket, ce que je leur aurais conseillé, c'est de te focaliser sur un pays ou deux maximum. Pas d'aller dans tous les pays. Soit tu le fais comme ça, soit si tu vas faire un truc, voilà, étoile partout, il faut avoir les moyens de tes ambitions. Et il n'y avait pas les moyens de ça. Dans le contexte africain aujourd'hui, ça paye cash. Ça paye cash. Donc, tous ces bouquins-là qui apprennent à monter telle ou telle chose, pour moi, c'est beaucoup de blabla. Euh, juste avant ça, tu me parlais de Alice là, qui a fait Libster. Ce que j'apprécie notamment dans son projet, c'est que c'est quelque chose c'est quelqu'un qui sait, je ne me connais pas personnellement, mais de ce que tu m'as un peu raconté ou de ce que j'ai un peu pu lire un peu sur Internet, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Et c'est quelqu'un qui s'est fait sur la base du terrain. Et moi, c'est le seul enseignement, c'est le seul bouquin d'ailleurs que je pourrais conseiller aux entrepreneurs. Non, mais lire des bouquins là, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Ah, je comprends parfaitement. Même si je partage pas le même avis, moi, il y a peut-être pas tous les bouquins, mais il y a plein de bouquins qui, moi, m'ont beaucoup aidé, forgé la personne que Alors, je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me permets même de te je vais challenger dans ce que tu dis. Je te je vais challenge me dans ce que tu dis et je vais t'offrir un bouquin que tu vas lire de force. Ça sera un bouquin de Guillaume de Clé et Baodim, dont il présente comme ça les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. ouais, Le bouquin s'appelle La 25e heure. Là, vraiment, c'est plus sur l'organisation et ouais, pas pour te dire comment est-ce que tu dois diriger ton entreprise. ouais. Non, non, alors je vais peut-être nuancer mes propos parce que je suis beaucoup trop cash, je l'ai bien compris. Il faut surtout savoir comment. Il ne faut pas le lire pour le lire. Il faut savoir comment prendre en fait ça et très souvent adapter ce qu'on dit à son contexte. Et ça, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas. L'e-commerce, par exemple, dont on est en train de parler là, beaucoup de boîtes dans l'e-commerce ferment aujourd'hui en Afrique, en particulier au Cameroun, parce que l'adaptation n'est pas bonne. L'adaptation au contexte camerounais n'est pas bonne. Ouais, il y a les Et, réalités du terrain. Ouais. et voilà, et malheureusement, dans les bouquins, on n'explique pas tout ça. Donc,
C'est pour ça que je dis, OK, oui, il faut sans doute lire, même si moi, je ne le lis pas, mais il faut savoir surtout adapter ce qu'on lit au contexte. Et c'est ça qui pêche beaucoup C'est clair. dans ce Mais qu'on... sinon, ça t'intéresse quand même, ça t'intéresse quand même le bouquin qui était offert plus ou moins. Comme tu l'as dit, je vais le lire quand même. Comme ça, on aura d'autres occasions aussi De d'échanger aussi discuter sur par le... rapport à ça, ouais. Tout à fait, tout à fait. Top. Dis-moi, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi? On va déjà mettre les liens pour télécharger selon que vous soyez sur Android. Ah, iOS, il n'y a plus. Ou la version web, on va mettre pour le téléchargement de l'application sur Android et aussi pour sur la version web. Sinon, est-ce que on t'écrit sur Facebook, sur LinkedIn, ou est-ce que les gens peuvent t'écrire pour en savoir plus sur ce que tu fais? Alors, l'avantage en fait des entrepreneurs, notamment africains, c'est qu'ils sont, on a décidé d'être très exposés. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix en fait qu'on a fait parce que on n'a pas souvent beaucoup de moyens pour communiquer. Mhm. Et le fait justement d'être très très présent sur les réseaux sociaux, ça permet justement de faire connaître assez rapidement et gratuitement son produit. Moi, à titre indicatif, je suis très très présent sur Facebook. Je ne poste pas non plus tous les jours, mais je suis quand même très présent sur Facebook. Ce n'est pas Alain et Cambi, quoi. Bon, oui, Alain, Il y a plein de personnes qui se plaignent de ça, mais je, ça je, reste efficace. Ça je lui reste très, demande très efficace. Je te jure. Je ne sais pas comment il fait, mais ça je reste lui très, demande très parfois efficace. quand est-ce qu'il travaille parce que je le vois tout le temps sur Facebook. Non, il bosse, il bosse. Mais Ouais, quand donc, même, je crois qu'il doit avoir, je pense que à côté d'Edicalo, il y a un autre tool qu'il a développé pour pouvoir lâcher les commentaires, un peu comme les tweets à chaque seconde, quoi. non, 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 même pas. Moi, je connais son secret. Son secret, il est très simple. Et c'est ce que beaucoup de gens ils ne comprennent pas. Alain El Kambi, il fait face à Facebook et à WhatsApp, qui sont ses gros concurrents et qui sont les véritables obstacles au développement de son Dicalo aujourd'hui. Tu ne peux pas Tu trouves que ce développer sont des Dicalo. obstacles? C'est un constat aujourd'hui. Tu vois bien que les gens qui n'adhèrent pas à Dicalo, aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ancrés dans du WhatsApp et du Facebook aussi, jusqu'à la moelle épinière. Tu vois bien, moi, je vois ce qui se passe. Je vois en fait ce que lui-même dit en fait sur les réseaux sociaux. Donc, Les sauf que habitudes. Il faut reprogrammer les cerveaux des gens. ce qui se passe en fait, c'est que pour développer de manière efficace ce genre de projet-là, tu es obligé d'être présent chez ton concurrent. Tu es obligé. Donc, ça explique en fait la présence d'Alain sur Facebook et consorts. Et l'autre explication, c'est que il faut pas se mentir. Alain fait plein de posts comme il fait pour, en finalité, rediriger les gens sur sa plateforme. Tu remarqueras que soit Non, 70 à mais 80. je pense qu'il a automatisé. Il a automatisé quelque Non, chose. non, Il non, doit il n'a avoir pas un autre tool. Le gars peut te faire même 15, 20 posts par jour. Comment il fait ça? C'est du... mais c'est très admiratif de sa Mais, part, hein, mais parce que pas des posts genre en 2 lignes. Tu vois, il écrit un gros texte, un contenu comme c'est là où, où c'est une analyse, où c'est, je sais pas comment il fait. Je veux dire du contenu, quoi. C'est pas, ça reste intéressant ce qu'il écrit, mais mais non, mais vraiment, le rythme, évidemment, en c'est fait, je sais pas comment il fait, quoi. J'aimerais avoir ce il talent-là, mais c'est Dieu. C'est il ne comme s'il a raconte délégué pas son n'importe compte quoi Facebook à quelqu'un. il ne raconte pas du n'importe quoi dans ses posts, hein. Donc, moi, c'est très admiratif ce qu'il fait. Personnellement, je ne pourrais pas le faire, je l'admets, et je C'est n'ai beaucoup pas forcément d'énergie. Je sais vraiment pas comment il fait. voilà, donc il a un intérêt particulier à le faire. Il faut le comprendre comme ça. Ne crois pas, Alain, c'est quelqu'un de très intelligent. Il Oui, a un bien sûr. intérêt Non, je particulier. ne doute pas de son talent. Au contraire, moi, je suis juste émerveillé de la faculté. J'aimerais savoir en fait comment c'est quelque chose qui pourrait même expliquer à d'autres personnes. Ça peut aider parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas en termes de communication. Même si la communication, ça reste quelque chose de très, très, très important pour ne serait-ce que démontrer déjà ton expertise dans le domaine dans lequel tu exerces. Et ça, il sait très, très, très bien le faire. Ça reste, il n'y a pas de pour moi, je trouve pas, il n'y a pas de bad buzz, hein. Le plus important, c'est qu'on parle de toi. C'est ça le plus important. Et ça, il sait très, très bien le faire. Et c'est Tout à quelque chose fait. qui me dit, comment il fait ça? Comment il est, ça, il est ouf. Ah, merci encore à toi. C'était vraiment très, très, très intéressant. Merci déjà pour ta transparence parce que tu étais vraiment cash, tu étais sans fil, tu as parlé même des trucs qui sont off, qui ne sont pas forcément ouverts de façon publique, enfin, qui sont du moins pas encore publics. Merci pour tout ça.
Comme tu l'as dit, tu es très réactif sur Facebook. On va mettre les liens dans la description et tous les liens afférents, ce qu'on a discuté pendant cet échange. Euh, Merci encore à toi et je te souhaite que du positif, quoi. J'ai hâte de voir la suite et peut-être de se faire un follow-up, quoi, d'ici quelques temps pour voir un peu où tu en Moi es qui par rapport à te, tout ça. moi qui te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour parler de tout ça. Maintenant, comme je t'ai dit un peu au début, la plateforme Débrouillard, je ne connaissais absolument pas. Je l'ai connue rapidement derrière un podcast de Alain Cambi, justement. Mais je ne la connaissais absolument pas et je trouve le concept assez original. J'espère surtout que tu auras de plus en plus d'entrepreneurs qui vont venir parler un peu de l'expérience parce qu'on se nourrit tous en fait de l'expérience de nos collègues, je peux les appeler comme ça. Euh, et tout à l'heure, j'ai réécouté le podcast de Alain et j'ai surtout écouté un autre podcast sur, j'ai oublié le nom du gars en question, mais c'est quelqu'un qui parlait d'une sorte de levée, enfin, d'une sorte de levée, enfin, une sorte Ah, d'entreprise. ça doit être le dernier, avec Jean-Charles Curdali, le dernier que j'ai Oui, posté. voilà, Ah ouais, exactement. de Fetch, ouais. C'est pas très intéressant, voilà. Donc, franchement, le projet n'hésite surtout pas aussi à me contacter. Donc, offre ça pour que je puisse faire aussi le maximum de communication sur ton projet parce que on te le doit au moins pour l'audience en fait que tu nous accordes. Donc, n'hésite pas à m'écrire juste après pour qu'on puisse faire connaître ta plateforme au maximum de personnes. Écoute, moi, je te remercie, franchement, merci beaucoup, merci, ça touche mon ego en même temps, ça me permet aussi de voir que, ouais, est-ce que je fais quelque chose qui intéresse des gens, qui a de la valeur pour des gens, donc merci à toi. Euh, à très vite, À Patrick. bientôt. À Salut. bientôt. Salut.